Alors, l'intérêt du SCOT, Alain a fait le teasing là déjà. Donc on a bien compris que c'était un document cadre qui s'impose évidemment à tous les PLU, les cartes communales et tous les autres documents de rang inférieur, parce qu'il y a des hiérarchies des normes. Et donc le document qui fait un peu référence maintenant pour l'aménagement du territoire, c'est effectivement ce schéma de cohérence territoriale. C'est un travail collectif, ce sont les élus qui le portent, et ce schéma, il est décidé par les élus. C'est pas l'administration, c'est personne d'autre que les élus qui décident ce qu'ils veulent faire de leur territoire. Et donc c'est sur ce domaine qu'on travaille tous ensemble. Comme l'a dit Alain, la grande nouveauté, c'est qu'on est passé de 48 communes, qui étaient couvertes par l'ancien SCOT de l'agglomération Bayonne et Sud-des-Landes, à maintenant 166 communes, puisqu'on a les 158 communes du Pays Basque et les 8 communes du Seignanx. Donc imaginez l'aménagement du territoire à cette échelle-là, c'est un grand défi, surtout que les problématiques de Tardette ne sont pas celles de Bayonne, et celles de Saint-Jean-Pied-de-Port ne sont pas celles de Bidart. Et donc forcément, on a besoin de se parler beaucoup pour essayer d'écrire un livre où on se retrouve tous. La problématique du logement, c'est vraiment la priorité, l'une des priorités ? C'est l'une des priorités, parce qu'effectivement, on a des grands équilibres à trouver. Le SCOT traite d'un tas de thématiques qui sont la vie quotidienne de tout le monde ici. Il traite de la mobilité, il traite du commerce, il traite de l'économie, il traite de l'agriculture, il traite bien sûr de l'aménagement urbain, des trames vertes et bleues. Et donc forcément, tous ces thèmes doivent être balayés en même temps que celui de l'habitat. Et donc, ce qu'on a fait pendant des années, c'est qu'effectivement, on a gaspillé beaucoup de foncier. On s'est étalé, on appelle ça le mitage. Et on a tous décidé collectivement qu'il fallait arrêter cette machine infernale qui faisait qu'on s'étalait sur l'ensemble du territoire pour se concentrer un peu plus autour de nos bourgs et de nos villages et avoir un développement un peu plus durable, un peu plus vertueux. Ça veut dire qu'on va construire verticalement plutôt qu'horizontalement ou pas forcément ? Alors, pas forcément, parce que si vous regardez bien nos petits villages, je pense à Sarre et à Ignois par exemple, vous verrez que nos anciens ont su faire de la densité. La densité, c'est pas un gros mot. Le village rue, il existe au Pays Basque depuis plusieurs dizaines d'années. Donc rendre dense des centres-bourgs, c'est pas forcément faire des tours de 10 étages. Ça peut être de la maison à coller, ça peut être de la grande maison familiale dévisée en appartement. Et on a su le faire et il faut s'inspirer de ce qu'ont su faire nos anciens et revenir à ces bons principes. Oui, Paul le disait, ce qui se passe ici n'est pas une fatalité. Je crois que les élus en ont bien conscience. Après, il reste à manifester cette volonté politique dans la règle, c'est-à-dire dans le concret. Alors moi, je vais sortir de ma grande casquette de SCOT pour prendre la plus petite de premier adjoint au maire et en charge de l'urbanisme. Ce qu'on a fait, nous, à Bidart, c'est qu'on a essayé effectivement d'inverser la tendance. La tendance, c'était laquelle, quand on est arrivé avec notre équipe en 2008, c'était d'avoir constaté qu'on avait 9% de logements sociaux sur les 20% qui étaient requis par la loi. Et que donc on avait un plan local d'urbanisme qui était à la fois très permissif, puisqu'il permettait de construire un peu partout sur la commune, et en même temps qui créait pas d'obligation sociale. Or, Bertrand Borus l'a rappelé, le logement social, c'est pas un gros mot. Quand on dit que 70% des ménages relèvent du logement social, c'est la réalité. Et quand on parle de logement social, c'est pas forcément synonyme de problèmes sociaux. Parce que dans le logement social, il y a 3 catégories. Quand on prend la catégorie la plus haute, qui est le PLS, on s'adresse à des personnes seules qui ont 2400 € de revenus mensuels. Donc vous les connaissez tous, ils sont autour de vous. Quand on parle du PLUS, on parle de 1800 € mensuels pour une personne. Et quand on parle de la 3e catégorie la plus sociale, le PLAI, on parle de 1000 €. Donc on touche toute la population. Et donc, effectivement, s'engager dans cette voie-là et essayer de mettre des règles en faveur du logement social, c'est répondre aux besoins du très grand nombre, c'est-à-dire 2/3 de la population. Donc nous, on s'est saisi de ce nouveau plus. Il avait été attaqué par un certain nombre d'administrés, une quinzaine de recours. On savait qu'il allait être cassé au tribunal. On en a profité immédiatement pour le mettre en révision. La première chose qu'on a faite, c'est de mettre en place des ZAD, zones d'aménagement différées. Je vous rassure, ce n'était pas Notre-Dame-des-Landes, c'était beaucoup plus petit et beaucoup moins conflictuel. On a ciblé
3 zones sur notre territoire, une zone de 10 hectares qui était en pleine centralité de Bidart qu'on a appelée la ZAD du centre, une zone près de la gare qui faisait 6 hectares qu'on a appelée la ZAD de la gare, et une zone économique qui est la zone d'Isarbel pour permettre le développement de ce fleuron économique que nous avons à la Technopole. Une fois qu'on a mis ces outils administratifs en place, ça, en gros, interdisait, je vais faire un raccourci un peu caricatural, mais ça interdit aux propriétaires de discuter avec quiconque autre que la puissance publique. C'est-à-dire que s'il y a une vente qui se fait dans ces ZAD-là, le seul interlocuteur, c'est la collectivité. Et donc, ça permet de refroidir, on va dire, l'appétit des promoteurs sur ces zones-là, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas matière à intervenir à l'intérieur. Et en plus de ça, on a mis ces fameuses règles de logement social. Alors, je ne vous dis pas ce que j'ai entendu quand on a proposé de mettre 50% de logement social dans notre règle de PLU à partir du 4 logements. Là, j'ai eu un défilé de professionnels de l'immobilier qui m'ont dit c'est impossible, ça va tout bloquer, ça ne va pas marcher, c'est trop violent d'un seul coup, etc. Ça a très bien marché, ça a même tellement bien marché que depuis 2018, on a remonté le curseur. On est à 50% de 4 logements jusqu'à 10 logements, à 60% de 10 logements jusqu'à 30 logements et à 70% au-delà de 30 logements. Dans cet acte réglementaire volontariste, on a prévu l'accession sociale. Et ça tombe bien puisque l'accession sociale maintenant bascule dans la loi SRU quand elle est qualifiée d'office foncier solidaire, c'est-à-dire qu'elle devient pérenne. Et donc dans les 60% qu'on a prévus, il y a 40% pour le locatif social et il y a 20% pour l'accession sociale. Dans les 70%, il y a 50% pour le locatif social et 20% pour l'accession sociale. Et on est en train de monter une opération avec le COL, j'en parle parce que Bertrand Bourrousse est devant nous, de rénovation des anciennes écoles dans lequel nous-mêmes, communes, évidemment on s'applique les propres règles qu'on demande au privé, c'est la moindre des choses, et on va sortir 40 logements avec 70% maîtrisés. Et le deuxième exemple, je suis désolé, mais c'est encore lui qui est devant moi, donc j'en reparle. Quand on m'a expliqué aussi qu'on ne pouvait pas faire de logement social en zone littorale et dans les franges qui sont proches de la mer, donc c'est des zones qui devaient rester blanches, c'est-à-dire totalement dévolues au privé. On a réussi ensemble à sortir une opération en haut de la plage des Retegia, pour ceux qui connaissent, vue mer, accès mer à pied, de 12 logements, où il y a 7 sociaux et 5 libres, donc 60%. Donc non seulement c'est possible, mais des gens y vivent. Quand vous le dites, ça a l'air simple, mais si c'était simple, toutes les communes le feraient, donc il y a des freins quand même. Il ne faut pas se leurrer. Ah mais les freins, c'est les urnes. Parce que quand on dit ça, il faut être capable d'aller au combat. Parce que là, vous lésez évidemment certains propriétaires qui aimeraient que l'offre soit un peu plus étendue et un peu moins contrainte. Donc, mais moi, comme je dis souvent, nous, on est 7000 à Bidart, 7000 habitants à l'année. Je préfère me fâcher avec 10 propriétaires et contenter les 6990 restants. Voilà. Donc ça, c'est une question aussi de volonté politique. À un moment donné, il faut être capable aussi de dire aux gens, ben non, c'est pas possible sur ce terrain de faire ce que vous voulez parce qu'il y a des contraintes. On a, malgré ça, j'ai les chiffres récents là, que m'a donné ma collègue Marie Sampons, qui est déléguée au logement, 370 demandes en attente, malgré cette action-là. Et pourtant, depuis 5 ans que s'applique ce règlement, on a réussi à loger 450 bidartards, 90 par an. Donc c'est la preuve que ça marche. Mais ça ne veut pas dire que le combat est gagné. Parce que les 10 points qu'on a gagnés entre 2008 et 2018, où on est passé en gros de 9% à 19%, d'après les enquêtes du PLH, on est la commune qui a fait le plus de progression, parce qu'on a ces règles-là, ça ne veut pas dire qu'on a gagné, puisqu'on n'est qu'à 20%, donc le travail n'est pas fini. Et quand on dit 25%, il ne faut pas oublier que c'est 70% de la population qui est en demande. Donc vous voyez, le combat, il est loin d'être gagné, mais le meilleur moyen de le perdre, c'est de ne pas le mener.